Arrêt sur le monde vous présente une émission spéciale consacrée au changement climatique, des changements pour lesquels on commence à voir des actions tranquillement, mais on est encore loin d'une action globale et surtout suffisante. Avant d'aller plus loin avec nos invités, voici un résumé de la situation. Tout commence à Rio en 1992. Les pays du monde entier se réunissent pour le sommet de la Terre. L'objectif, signer la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, principal traité international pour lutter contre le réchauffement de la planète. 5 ans plus tard, 84 États signent le protocole de Kyoto au Japon, un autre traité visant la réduction des gaz à effet de serre. Mais depuis, certains pays s'en sont retirés ou ne l'ont pas ratifié comme le Canada ou les États-Unis. En l'espace d'un siècle, la température de la planète a augmenté de 0,74 degrés et les prévisions sont inquiétantes. Pour réduire la hausse des températures, les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques se réunissent à Paris en 2015, c'est la COP21. Un accord historique est signé. Les États se sont engagés à maintenir la hausse des températures en dessous de 2 degrés d'ici à 2100, mais là encore, certains pays ne l'ont pas ratifié. Aujourd'hui, malgré toutes les politiques internationales mises en place, certains pays restent de gros pollueurs, comme la Chine, les États-Unis, l'Inde ou encore la Russie. On poursuit la discussion avec nos invités, Thomas Mulcair et Sébastien Nobert. Monsieur Mulcair, la première question va être pour vous parce que la fin de l'été a été marquée par un coup d'éclat dans le milieu écologiste avec la démission spectaculaire du ministre français de l'Écologie et de la Transition énergétique, Nicolas Hulot, qui trouvait que son gouvernement n'avait pas les moyens d'agir, avait les mains liées ou n'en faisait pas assez contre les changements climatiques. Vous qui avez été ministre de l'Environnement au Québec, comment vous avez vu cette démission-là? Est-ce que les États ont suffisamment de pouvoir pour agir ou est-ce que M. Hulot a réellement mis un doigt sur le bobo? Mais disons que je pouvais comprendre personnellement M. Hulot parce qu'il n'y a personne qui croit et qui comprend l'importance de lutter contre les changements climatiques qui accepterait d'être un faire-valoir pour un gouvernement. Donc, je comprends son attitude et sa démission. Comme le topo démontrait, depuis une génération, les ententes internationales se suivent et se ressemblent. Parce que qu'on parle de Rio, de Kyoto, de Copenhague ou de Paris, et j'étais à Paris pour la signature, le Canada, avec beaucoup de pompe, disait « Canada is back ». Le problème, c'est que ce qu'ils ont en commun, effectivement, c'est que ces ententes ne sont jamais appliquées. Pire, la meilleure entente jamais faite à l'international pour vraiment faire quelque chose, c'est le protocole de Montréal pour les CFC. Oui. C'est chlorofluorocarbone qui était en train d'appauvrir à notre plus grande détresse mondiale la couche d'ozone. La couche d'ozone. Donc, il fallait agir rapidement. C'était appliqué et respecté à travers le monde, sauf que au cours de l'année 2018, on commence à mesurer un important afflux de CFC. On mesure, on vérifie, on mesure. Alors qu'en théorie, plus personne ne devrait en produire. Alors, on découvre que c'est en train d'être utilisé par beaucoup d'usines en Chine parce que c'est moins cher que d'autres produits. Sauf que c'est complètement illégal à l'international. Mais pire, oublions la question de légalité ou pas, c'est très dangereux pour la vie humaine sur la planète Terre. Donc, si les signataires omettent d'appliquer rigoureusement dans leur propre pays ces règles-là, tout est perdu. Donc, c'est pour ça que avant toute autre discussion, il faut toujours revenir, est-ce que oui ou non, on est en train d'appliquer les normes, les obligations? Dans le cas du Canada, non. On ne respecte pas nos obligations au terme de l'accord de Paris, et c'est pas juste moi qui le dis, notre propre commissaire au développement durable au fédéral, Mme Guelfand, le confirme qu'on ne rencontrera jamais nos objectifs. C'est pour ça qu'on s'amuse à mettre des objectifs de plus en plus loin. Mais alors, si les États ne respectent pas leurs propres engagements, qui peut les forcer à le faire? Bien, c'est une question assez compliquée que vous posez. Je pense que ce que M. Mulcair aussi démontre, c'est-à-dire que oui, il y a de l'intérêt international et que je pense que depuis 90 à Kyoto, 97, etc. Donc, on est monté
en boucle pour trouver des solutions. Seulement, ce qu'on se rend compte, c'est que dans l'image internationale, certainement que le Canada était très bon pour montrer qu'il faisait quelque chose, mais dans l'appliquer, vous êtes dans souvent des compétences qui n'ont rien à voir avec l'international. Donc, c'est-à-dire que autant que vous avez des bonnes idées au point de vue international, lorsqu'on descend dans les niveaux de gouvernance, dépendamment de votre organisation, ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est difficile de commencer à contraindre des provinces ou des villes de faire quoi que ce soit. Donc, si je suis votre raisonnement, plutôt que d'aller vers une autorité supranationale, on devrait plutôt demander au niveau de gouvernement inférieur, par exemple les municipalités, d'en faire davantage. Parce qu'elles, elles ont peut-être davantage les moyens de le faire. Bien, elles n'ont peut-être pas davantage de moyens de le faire, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas nécessairement les moyens financiers de mettre en place des infrastructures, de mettre en place des politiques qui vont leur permettre de pouvoir agir de façon efficace. Je pense qu'on le voit aussi par la logique des mécanismes qui ont été mis en place par ce qu'on appelle le UNFCCC, donc la Commission cadre sur les changements climatiques, que ce soit donc dans ce qu'on appelle le carbon trading, donc comment on appelle? La taxe sur le carbone ou la bourse du carbone. Bon, ou encore justement les mécanismes de développement propres, etc. Il y a une logique à l'intérieur de celle-ci qui est donc la même logique qui a participé à créer le problème des changements climatiques. Donc, c'est-à-dire qu'au point de vue, et ici je parle, c'est-à-dire que c'est une logique de marché qui a été problématique donc, dans son implication. Et c'est-à-dire que ceux qui bénéficient donc, des mesures qui sont mises en place, certainement, par exemple, si on parle de reboisement, etc., ce sont rarement les gens qui sont sur c'est-à-dire le local. Mm-hmm. Et donc, là, il y a un problème. Si le local ne voit pas le bénéfice, il y aura donc un problème à voir appliquer, justement, un problème plus il y a des facteurs externes qui peuvent changer le comportement, notamment des grandes entreprises. Par exemple, la menace d'une poursuite. Aux États-Unis, la ville de New York, l'État de Californie est en train de poursuivre des grandes pétrolières en vertu du système tort des États-Unis. Ça risque de donner des résultats comme pour les compagnies de tabac. Donc, ce sont des facteurs externes qui peuvent influer. Mais par ailleurs, si les gouvernements n'ont pas de plan, ils ne font rien, tout est perdu, puis les changements climatiques qu'on prédit, les augmentations de température vont avoir lieu, et c'est l'ensemble de la planète et de la population sur la Terre qui va en subir les conséquences. Vous parliez tout à l'heure de la Chine qui trichait sur les CFC, et là on dit que certains États ne respectent pas leurs propres engagements, mais est-ce qu'il y en a qui les respectent? Est-ce qu'il y en a qui agissent? Qui sont les bons joueurs en ce moment? En Europe, on a eu plusieurs pays qui étaient bons joueurs. Des pays scandinaves mènent. Norvège, qui est un très grand producteur de produits pétroliers, met beaucoup d'argent de côté et va être rendu à zéro net émission de carbone d'ici une couple de décennies. Donc, ça existe. On peut le faire. L'Allemagne s'est débarrassée de beaucoup de leurs usines les plus polluantes. De charbon, notamment? Oui, le Royaume-Uni, la Grande-Bretagne, a vraiment fait... Oui, vous étiez là, vous avez enseigné là au cours des dernières années, oui? Au cours de la dernière décennie, oui. Non, bien sûr, le Royaume-Uni fait beaucoup d'efforts, mais contrairement, ce qu'on se rend compte au Royaume-Uni, c'est que les changements climatiques font réellement partie de la vie de tous les jours. C'est quelque chose qui est vraiment dans le discours, etc. Bon, mais aussi, ils sont beaucoup plus exposés. Là. Aux Ondes-des-Côtes, par exemple, leur cause un grand ennui. C'est un petit territoire qui est très peuplé, donc environ 65 millions d'habitants. Donc, là aussi, il y a des pressions extérieures. Là où je veux juste ajouter un point là-dessus, c'est-à-dire que si on parle de l'Allemagne, il ne faut pas oublier que la responsabilité des grandes entreprises, aussi certainement des constructeurs automobiles, on l'a vu dans les dernières années, c'est là qu'on s'est rendu compte que même si on met en place des mécanismes qui sont là pour limiter la production de CO2, des compagnies comme Volkswagen, BMW et Mercedes ont tranquillement réussi à trouver des mesures de falsifier les données de la production. Et donc, ça, c'est un énorme problème. C'est-à-dire que pour les millions et les milliards de voitures qui sont vendues dans le reste du monde, si c'est la façon dont les compagnies, des constructeurs automobiles se comportent, même si on a de très bonnes intentions politiques, on n'arrivera pas à pouvoir mettre... Il faut être de bon compte. La Chine, malgré le fait que c'est le plus grand pollueur, parce que c'est un pays énorme avec une très vaste population, est en train d'investir des milliers de milliards de dollars pour l'éolienne, pour le solaire. Donc, eux, ils sont en train d'agir quand même. Et il faut donner ça. Le président actuel, Xi, il est en train de se battre, puis il a déjà dit à la population à quoi sert d'avoir une montagne d'or, leur économie, s'il n'y a plus de planète, s'il n'y a plus de vie. Le temps file, l'émission tire à sa fin. 2 questions très rapides en terminant. Qui agit mal ou qui ne respecte pas ses engagements à l'heure actuelle? Vous avez dit le Canada, entre autres. Le Canada est un faux jeton lorsqu'il s'agit des changements climatiques. On se positionne, on fait des effets de toge, on est ému, mais on ne fait rien.
on continue d'augmenter. M. Trudeau Est-ce qu'il y en a a toujours d'autres le même comme plan nous? que M. Harper, sauf qu'on préfère se faire remplir par M. Trudeau que par Stephen Harper. C'est ça la différence. Est-ce qu'il y en a d'autres, rapidement, est-ce qu'il y en a d'autres pays qui justement, n'agissent pas? L'Australie n'est pas un super bon joueur aussi. Donc, je veux dire, il y a plusieurs économies quand même dites du monde du Sud, du Nord, c'est-à-dire qu'on appelle le Nord global, mais l'Australie fait partie du Nord global. Professeur de géographie. Non, mais donc, finalement, c'est aussi un mauvais joueur. Donc, et ça fait longtemps, depuis Michael Howard aujourd'hui, l'Australie a gardé une politique de développement économique qui est très polluante. Vous faites une distinction nord-sud. Est-ce que les pays en développement en font au prorata davantage? En fait, il fallait quand même être de bon compte, encore une fois, parce que Kyoto tenait compte du fait que des pays comme l'Inde, comme la Chine, n'avaient pas encore atteint leur plein niveau de prospérité et de progrès sur le plan économique et industriel, parce que nous, on était en train de leur faire des leçons de morale, mais nous, on n'avait pollué la planète depuis des siècles. Alors, il fallait quand même donner une chance aux coureurs. Et qui nuit à la cause, en terminant? Les États-Unis, en tout premier lieu, parce que leur refus de reconnaître même le problème fait en sorte qu'eux, ils n'adopteront pas de solution. Et c'est en train d'avoir une influence sur d'autres pays qui disent, si eux, ils font rien, pourquoi on agirait? Thomas Mulcair, ancien chef du Nouveau Parti démocratique, ancien ministre de l'Environnement sous Jean Charest et professeur invité en sciences politiques à l'Université de Montréal. Merci. Sébastien Nobert, professeur de géographie à l'Université de Montréal et chercheur affilié au Cérium. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci.